Remercier les intervenants de la première séquence. C'était très très intéressant vos interventions diverses et ces expériences. Et du coup, ça plante bien le débat de cette table ronde, puisqu'on l'a bien vu au travers de vos différents témoignages. Ça pose la question, de la place de l'association, du secteur associatif. Comment il se positionne, comment il s'articule, comment il est soutenu, comment il interpelle ou pas. Comment il gère ses relations avec comment se gèrent les relations entre le service public et le secteur associatif. Donc des questions qui sont de tout temps, j'allais dire, qui sont depuis l'origine et qui se posent évidemment encore aujourd'hui. Donc la question autour de cette table ronde, c'est de poser cette question-là. C'est quelle est la place du secteur associatif, quelle est la place qu'on souhaite nous, quelle est la place que nous reconnaissent nos partenaires ou pas. Et puis évidemment, derrière la place, il y a la question du soutien et notamment du soutien financier, mais pas que. Tu l'as dit, Marielle, dans ton introduction, c'est bien plus large que ça, mais ça passe aussi évidemment par des soutiens financiers. Donc on va balayer un petit peu ça. Alors je vais vous demander des interventions plutôt resserrées, de manière à ce qu'on ait le temps pour le coup d'avoir des interventions de la salle, un échange entre vous. Je suis désolé. Voilà, on est en retard. Oui, je vous censure. On est en retard et puis la fin va commencer à se faire sentir dans les ventres de vos écoutantes et vos écoutants. Donc voilà. J'ai envie de commencer par toi, Claire, pour le coup. Puisque tu es présidente du mouvement associatif, tu vas nous dire ce qu'est le mouvement associatif pour le coup, et puis peut-être nous dire comment ça résonne, les questions qu'on se pose nous dans le secteur socio-judiciaire, comment ça résonne dans le secteur associatif dans son ensemble, puisqu'il y a forcément des choses qui se rejoignent, et puis qu'est-ce que le mouvement associatif prône, demande, revendique, etc. Et tu me demandes d'être... Bonjour, ça marche ? Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation et bon anniversaire du coup, Citoyens et Justice. Alors le mouvement associatif, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisation qui représente le monde associatif en France. On fédère environ une association sur deux. En fait, on rassemble surtout les associations fédérées. Il y a 1,5 million d'associations en France aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas fédérées, et c'est pas grave. Mais l'autre moitié est fédérée en thématiques ou, selon des thématiques des secteurs ou dans des territoires. Et donc, le mouvement associatif existe depuis un peu plus de 30 ans pour rassembler cette diversité associative et faire en sorte que, malgré des différences sectorielles, territoriales, ce qui rassemble toutes ces structures, à savoir la loi 1901, l'identité associative, puisse faire écho et donc être entendu, notamment par les pouvoirs publics. Alors, je sais que vous avez dit qu'il fallait pas je sais plus, je vous retrouve pas, mais vous disiez qu'il fallait pas être trop dans l'interpellation. Nous, on interpelle beaucoup. Il y a des mots où on interpelle moins que d'autres. En ce moment, on interpelle beaucoup, mais on n'a pas trop d'autres alternatives que ça, mais j'y reviendrai après. Voilà, donc le mouvement associatif, c'est ça. Et donc, parmi nos membres, il y a évidemment Citoyens et Justice, l'UNIOPS, le CNOSF, donc l'organisation qui représente le sport, France Nature Environnement, le CNAGEP autour de l'éducation populaire, les familles, le tourisme social, la prévention routière. Enfin, vraiment, c'est très, très large. Et il s'agit de trouver ce qui fait écho. Et donc, pour répondre à la question de Stéphane, dans ce que j'ai entendu ce matin, alors je n'ai pas entendu l'intervention de Robert Badinter, je suis vraiment désolée pour moi-même de ne pas l'avoir entendu. Mais ce qui fait surtout écho après la table ronde juste avant, c'est la question évidemment des financements, la question de la gouvernance et la question du rapport au pouvoir public. Bon, je ne vais pas intervenir que là-dessus, mais ça me semblait pas mal de reprendre un peu ces points-là. Peut-être avant d'approfondir... rapidement, bien sûr, qu'est-ce que c'est une association finalement ? Peut-être que c'est ça, en fait. Rappelons-nous ce que c'est une association, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est essentiel, mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, au départ, une association, quelle que soit la thématique d'intervention, le secteur, c'est des individus, des habitants, des citoyens qui se rassemblent. Il faut être au moins deux. Il faut avoir un objet défini, et puis il faut déclarer l'objet l'enjeu pour lequel on se rassemble. Donc c'est un cadre de très grande liberté, le cadre associatif, la loi 1901, c'est un cadre de très grande liberté, et c'est une loi, je ne sais pas si vous êtes plongé dedans, mais qui, 121 ans après, est hyper moderne, ce qui est quand même assez rare pour une loi. Elle est hyper moderne, elle a vraiment toute sa place et tout son sens. Et donc, nous, un des enjeux pour nous, c'est vraiment de la protéger autant que possible parce que elle correspond bien à la diversité des secteurs et des publics que le monde associatif touche. Donc, c'est des citoyens qui se rassemblent parce qu'ils ont identifié un problème. Ils ont envie de porter un projet, ils ont envie de défendre une cause, et donc ils sont convaincus que on est convaincus que la force du collectif, elle permet d'agir beaucoup plus efficacement et d'aller beaucoup plus loin.
Le monde associatif, et ça a aussi été dit juste avant, et je trouve que c'est important d'insister là-dessus, c'est un ancrage très très fort dans le réel. Moi, j'aime bien dire ça, c'est à la fois la structure du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Du premier kilomètre parce que c'est de là que les problématiques émergent. C'est des gens qui sont au plus près du terrain. Je sais pas, l'éclairage d'un stade de foot, je pense à ça parce qu'on a été confronté à ça récemment. L'organisation d'un jardin partagé, enfin vraiment des choses très concrètes qui émergent. Et puis la force du dernier kilomètre parce que bien souvent, il y a des territoires où s'il n'y a plus d'associations, il n'y a plus personne. Et donc, c'est elles qui vont auprès des publics les plus précaires, les plus démunis, les plus isolés. J'y reviendrai après, notamment dans la question des relations avec les pouvoirs publics. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, le monde associatif. C'est très spécifique parce que ce n'est pas le service public, ce n'est pas le privé lucratif non plus. C'est une identité un peu à part. Alors pendant longtemps, il paraît qu'on parlait de tiers secteur. Je sais que c'est plus très moderne d'employer cette expression-là, mais bon, ça vous voyez un peu l'idée. Les tiers-lieux, les tiers-espaces. Donc c'est pas le public, et donc du coup, ça confère une grande agilité. Désolé pour le public, mais je crois que on est d'accord. Et c'est pas le privé lucratif, et ça veut dire qu'on ne pense pas notre action en termes de rentabilité. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des sous, je sais, rassurez-vous, j'ai les mêmes problèmes que vous, mais du coup, on ne pense pas notre action dans une logique d'enrichissement. Et je vais être un peu caricatural, mais si on pense à Orpea, on voit bien qu'il y a des endroits où il faut des structures non lucratives, parce que tout ne peut pas être géré au prisme du marché, et je vais expliquer après en quoi c'est essentiel. Donc si on pense l'interlocution avec l'État, et les pouvoirs publics en général, moi je dirais qu'il y a deux éléments qui sont essentiels, enfin 4 en fait même. Premièrement, il y a la question de définir clairement ce qu'est un partenariat. Ça a été un peu dit tout à l'heure, et là il y a des grands malentendus. Vous voyez aussi à quoi je pense. Parce que voilà, un partenariat pour les acteurs associatifs, ça va être on co-construit ensemble quelque chose et puis on va le porter. Et puis un partenariat avec, de l'autre côté, pas tous, mais de l'autre côté, c'est pas forcément ça, et ça va être de considérer que les acteurs associatifs sont dans une logique de prestation et doivent mettre en œuvre l'action publique. Je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on arrive à coopérer intelligemment, quand on arrive à se comprendre, parce que c'est vrai qu'on parle pas, parfois on ne parle pas la même langue, quand on arrive à prendre le temps de mettre des mots sur nos situations différentes et puis trouver un langage commun, on peut réussir à construire des politiques publiques hyper efficaces. Je vous donne un exemple concret qui n'a rien à voir avec le secteur qui est le vôtre, mais qui va quand même vous intéresser. On a lancé en 2018 un chantier vie associative. Et parmi les mesures qu'on a travaillées, il y avait celle de créer un réseau des acteurs de l'accompagnement associatif, qu'on appelle Guidasso. Et donc ce réseau des acteurs de l'accompagnement associatif, l'enjeu c'est vraiment de mailler dans tous les territoires les acteurs de l'accompagnement pour que les associations, quels que soient leurs besoins, leurs sujets, leurs thématiques d'intervention, puissent trouver des réponses à leurs questions. Acteurs associatifs tout seul, on ne peut pas faire ça. État tout seul, il ne peut pas faire ça. Et donc, du coup, on s'est mis ensemble et on a créé un réseau qui s'appelle Guidasso, qui est en train de se développer. Il y a 6 régions sur lesquelles ça a été expérimenté jusqu'ici, et ça va progressivement monter en charge pour qu'en 2024, toutes les régions soient couvertes par ce dispositif. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est une politique publique qui a été créée à partir d'un besoin concret. Et qui marche, pourquoi ? Parce qu'on est dans une dynamique de coopération, donc c'est possible. C'est ça que je voulais dire, c'était mon message. Après, si on monte un cran, si on réfléchit, si je veux avoir un message peut-être un peu plus politique, ce qu'on attend de l'État, moi je dirais qu'il y a 3 éléments. On attend d'une part un État social. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je trouve ça formidable, tout ce que les acteurs associatifs font, et dans la table ronde précédente, c'était assez frappant, mais je me suis dit en vous écoutant, quand même c'est dingue que... parce que je suis un peu novice sur le sujet de la justice, mais c'est quand même dingue que notre système judiciaire repose sur la bonne volonté d'individus qui ont créé plein de choses formidables. Alors c'est super, mais ça ne peut pas reposer que sur ça. Donc on attend un État social qui est fort, ça veut dire qui intervient, ça veut dire que l'action associative elle est essentielle, mais il y a des territoires où il n'y a plus que des acteurs associatifs, et ça c'est pas normal. Et je pense que ça c'est important de le rappeler, on ne peut pas compter que sur nous. Deuxième élément, on attend un État qui soutient. Et alors, qu'on soit délégataire de service public ou pas d'ailleurs, parce que toutes les associations n'ont pas de mission de service public, mais quand j'entends parler de modèle économique pour les associations, j'ai envie de pleurer parce qu'à un moment, on ne raisonne pas comme ça. Mais par contre, on fait des choses, et investir dans les associations, c'est hyper rentable, parce que donner 1 euro à une association, et vous verrez qu'elle fera beaucoup plus que d'autres, vous le savez déjà. Donc, un État qui soutient. Et 3e élément, un État qui fait confiance. Et ça... je ne sais pas si ça fait écho à votre quotidien, j'imagine que oui, mais vous savez qu'on a maintenant
l'obligation de signer un contrat d'engagement républicain, si on est subventionné ou agréé, ça fait, je vous vois hocher la tête, donc vous savez de quoi il s'agit, ça fait suite à la loi visant à conforter les principes de la République, et nous, mouvement associatif, on se mobilise depuis le départ, non pas pour dire qu'il ne faut pas lutter contre les séparatismes, évidemment qu'il faut lutter contre les séparatismes, mais pour dire que les acteurs associatifs, en réalité, ils luttent déjà contre les séparatismes à leur manière, et que c'est pas en les accablant davantage qu'on va réussir à toucher la cible. Et que du coup, ce texte, il a plein d'effets de bord, et il atteste essentiellement d'un problème de lecture de ce que sont les acteurs associatifs à la République et de ce qu'ils peuvent apporter. Donc ça nous crée plein de contraintes. Donc voilà, c'est 3 éléments qui me semblent vraiment... 3-4 éléments qui me semblent essentiels de rappeler. Et dernier point, et après je me tais, je sais que vous avez signé une charte des engagements réciproques. Nous aussi, en l'occurrence, on a signé une charte des engagements réciproques en 2001, à l'époque, pour le centenaire de la loi 1901. Cette charte des engagements réciproques, on a un enjeu, tous et toutes, à la décliner. Parce que contrairement au contrat d'engagement républicain, qui n'a de contrat que le nom, la charte, elle a été vraiment co-construite entre acteurs associatifs et pouvoir public. Et c'est un outil qui est hyper précieux, parce que c'est un outil évolutif qui permet de poser les bases du partenariat, justement, et de définir ensemble ce qu'est un partenariat au service de l'action publique, en l'occurrence, puisque c'est bien pour ça qu'on va se rassembler. Merci beaucoup, Claire. Je crois que le cadre est posé. Tu as parlé de charte d'engagement réciproque. Alors, pour préciser les choses par rapport à nos secteurs, il y a effectivement une charte d'engagement réciproque qui est signée entre la Fédération et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, mais uniquement avec cette direction du ministère. Et effectivement, on peut caler dans ton sens pour dire que ça permet un travail, ça enclenche un travail, une dynamique partenariale qui est toute différente de ce qu'on peut mettre sous le terme partenariat de manière générale, mais je ne vais pas m'étendre, je ne fais pas partie de la table ronde. Je vais passer la parole peut-être Valérie. Je vois qu'elle est endormir. Non, j'écoutais. Voilà. Peut-être comment ça résonne, ça, ce que dit Claire là au niveau général en termes associatifs sur notre secteur, puisque tu es à la fois vice-présidente de la fédération et directrice générale d'une association Espérer 95 à Pontoise. Comment ça résonne, ça ? Alors, ça résonne bien. Dans ce que j'entends, évidemment, je ne peux être que d'accord. Après, dans la réalité des faits, on peut dire que c'est pas tout à fait ce qu'on vit, en tout cas, ce qu'on vit au quotidien. Alors, c'est vrai que les associations sont force de proposition, sont force d'innovation. On a effectivement sur certaines missions des délégations de services publics et on voit bien que, en tout cas au niveau de la justice, ça ne se passe pas du tout comme ça. On n'est pas du tout dans cette modalité de partenariat-là. Et c'est évidemment un problème pour les associations et dans le soutien qu'on attend. Alors vous parliez effectivement que l'État soutenant, l'État fait confiance, mais l'État finance aussi et valorise aussi, doit valoriser les actions qui sont mises en place par les associations. Alors particulièrement du champ socio-judiciaire, puisque dans d'autres champs, on ne peut pas dire qu'évidemment il y ait énormément de moyens, mais ceci dit, il y a des moyens, ils sont pris en considération, il y a une valorisation de ces actions, et on peut constater qu'au niveau du champ socio-judiciaire, on a quand même cette difficulté avec des modalités de financement à l'acte qui nous posent un certain nombre de soucis, bien évidemment, et qui nous fragilisent. Voilà. Des contraintes qui nous contraignent à tordre nos organisations, à tordre nos équipes, et c'est toujours une difficulté qui est très prégnante et qui met en danger certaines actions qu'on mène, jusqu'à éventuellement l'extinction. On a vu, pour le poste sententiel, par rapport au PE, on l'a dit, on le redira, peu de revalorisation financière de l'action du PE, donc avec de plus en plus d'associations qui mettent un terme aux places ou qui diminuent l'offre de places qu'ils ont, mais aussi dans le champ présententiel où on est sur des paiements à l'acte et qui font que parfois c'est quand même relativement complexe de pouvoir maintenir nos actions. Donc oui, on ne peut être en tout cas que d'accord et attendre. Alors pour la petite histoire, Espérer 95 a 43 ans, je crois, maintenant, et que ça fait, je crois, 20 ans qu'on a ce discours avec, bien sûr, la fédération. Et ce qui est important, c'est de maintenir cette militance, maintenir cet engagement, maintenir...
Les interpellations, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a peu de moyens d'action au niveau de l'interpellation. On voit que ça marche, puisque les ESR, il y a eu quand même une belle avancée et que effectivement, il y a eu alors, après 10 ans de bataille, il y a eu une revalorisation des ESR, donc tant mieux. On espère que ça ne mettra pas autant de temps pour les autres actions, parce que ça va être délicat. Mais voilà, le soutien qu'on attend, en tout cas en tant qu'association, c'est bien évidemment des interpellations collectives. Alors on l'a dit, et je vais le redire en tant que vice-présidente, mais c'est vrai que c'est aussi ce qu'on attend du collectif qu'on a de la fédération, qu'on nous vit dans la fédération, c'est-à-dire les signatures de courrier, les interventions, les participations à des choses qui sont excessivement intéressantes et qui nous apportent un poids auprès des ministères qui, encore une fois, alors connaissent la fédération, connaissent d'autres fédérations, mais ont du mal à connaître l'action du champ socio-judiciaire quand même. On l'a vu, on a eu quelques rendez-vous là où on s'aperçoit que c'est encore les associations. En fait, l'action des associations est quand même très méconnue auprès de nos financeurs, on va dire. Voilà. Merci Valérie. J'ai envie de vous passer la parole, Monsieur Delisquin. Donc vous êtes adjoint au directeur des services judiciaires. Alors, on a parlé interpellation, évidemment on a envie de vous entendre sur la place du secteur associatif, de la place du ministère. Vous avez le rôle de représentation du ministère ici, donc je vous remercie déjà d'être présent, merci beaucoup. Je voulais aussi souligner, parce qu'on l'a fait en direct et on l'a fait via le réseau, mais je voulais quand même vous remercier. On a parlé de la revalorisation de l'ESR, je pense que vous n'y êtes pas pour rien, clairement, que le cabinet, puisque vous étiez au cabinet du garde des Sceaux à l'époque, n'y est pas pour rien du tout et qu'on a travaillé ensemble pour le coup. Voilà, je pense qu'on a vraiment été dans la co-construction, en tout cas dans la collaboration pour faire en sorte que ça arrive. Donc voilà, je voulais au moins devant les associations vous remercier pour cette revalorisation qui, enfin, je le dis comme ça nous est dit, par certaines associations, à sauver certaines associations. C'est très clair. Et je pense qu'il y a certaines associations qui ne seraient plus là aujourd'hui si on n'avait pas réussi à mener, j'allais dire conjointement, cette revalorisation. Donc merci pour ça. Voilà. Et puis, voilà, vous, quelle est votre vision justement de la place de ce secteur associatif et puis éventuellement, c'est pas éventuellement, de quel soutien vous voyez, comment ça peut s'articuler, est-ce que vous avez un avis sur ces conventions d'engagement réciproque, enfin, comment le ministère voit cette thématique. Merci beaucoup, monsieur le... Je sais pas si ça fonctionne. Oui. Merci, monsieur le directeur général. Merci, madame la présidente, pour cette invitation et pour vos mots introductifs et pour cette invitation au 40e anniversaire de Citoyens Justice. C'est vrai qu'effectivement, savoir que cela a pu sauver des associations, cette action tarifaire, ça rend la chose plus agréable encore et plus concrète. Cette arrivée dans la force de l'âge de Citoyens Justice est à saluer et ça me permet de rappeler avec force le lien fondamental qu'il y a entre le ministère de la Justice, que ce soit les services judiciaires plus précisément en ce qui me concerne, et l'ensemble des réseaux du ministère de la Justice. Ce lien avec le tissu associatif et particulièrement votre fédération. Comme cela a été dit, je crois, par vous, Claire Toury, le partenariat, nous ne le vivons pas comme une prestation. Ça, je crois que c'est clair, et que tout est construit, je dirais, à la fois juridiquement, budgétairement, dans les relations qu'il y a entre l'État et les associations, pour montrer bien qu'on n'est pas dans la prestation. On est bien sur, par exemple, les frais de justice et pas du fonctionnement courant. On est bien sur quelque chose qui est différent de la commande publique. Donc, véritablement, la construction, je dirais, institutionnelle, fait qu'il y a bien un distinguo qui est fait. Cette construction, elle résulte aussi d'une appréhension sur le terrain qui doit être peut-être rappelée parfois, mais en tout cas qui doit être rappelée avec force, qui est que véritablement on est sur un partenariat et pas sur une prestation. Ça, c'est très clair. Et nous soutenons dans ce cadre-là votre action autant que vous nous soutenez dans la poursuite de cette œuvre de justice. Il y a une véritable complémentarité historique. Je ne veux pas revenir là-dessus, je crois que tout le monde l'a indiqué. Les interpellations qu'a pu évoquer peut-être Albin Eumann tout à l'heure, je ne l'ai pas vécu. Enfin, le terme interpellation
en tout cas, l'interpellation sur les enquêtes sociales rapides, je ne l'ai pas considérée comme une interpellation, mais comme une demande légitime. Mais l'interpellation peut donner l'impression que la demande était vive et voire violente, mais c'était absolument pas le cas. C'était extrêmement courtois et surtout, beaucoup plus important, très bien argumenté. Donc merci à vous, parce que c'est justement grâce à ces arguments, grâce à la précision et à l'explication et aux échanges bien compris, qu'après on peut faire remonter une demande. Ça, c'est véritablement, je crois que c'était de mes quelques années ou quelques mois en cabinet, la construction la plus agréable que j'ai eu à faire, parce que la plus précise et la plus constructive. Donc merci à vous, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général. Le soutien que l'État et le ministère de la Justice apportent au tissu associatif, puisque c'est ça l'objet de la table ronde précisément. Il n'est pas que financier, il est surtout historique. La justice, de toute façon, ne fonctionne que grâce au concours de la société civile, ça a été dit. Une traduction budgétaire concrète ad hoc, je viens de l'indiquer. C'est un lien qui est incarné depuis 1998, puisque depuis 1998, nous avons des magistrats délégués à la politique associative et à l'accès au droit. On a 62 sur le terrain, si je ne me trompe. Nous avons aussi une circulaire en 2019 qui a reprécisé leur rôle. Ils ont un rôle de coordination et de soutien des associations, de veiller à la complémentarité harmonieuse de l'action du service public, du secteur public et du milieu associatif. Et donc c'est un relais absolument incontournable entre l'institution et le secteur associatif. Mais je dirais que ce soutien, il a été réaffirmé plus récemment dans le cadre de la justice de proximité. Vous l'avez dit, Claire Toury, vous êtes dans l'ancrage dans le réel et la force du dernier kilomètre. C'est une belle expression, puisqu'effectivement, c'est justement ce dernier kilomètre. Alors, je ne dis pas que l'institution judiciaire est emmurée dans ses palais. C'est pas le cas. C'est certainement pas le cas. Et ce serait pas rendre hommage à tous les agents et magistrats du ministère et des services judiciaires. Mais c'est certain qu'il y a d'autres obligations quand on est magistrat, quand on est greffier, et qu'il y a plus de liberté, plus de souplesse quand on est dans le secteur associatif. Et ça, véritablement, cette force du dernier kilomètre, cet ancrage dans le réel, je crois que c'est véritablement comment dirais-je, ce qu'on cherche dans la justice de proximité, ce qui a été recherché dans la justice de proximité, et que donc, bien logiquement, lorsqu'il a fallu concrètement et budgétairement traduire la justice de proximité, on a pensé aux frais de justice, on a pensé aux enquêtes sociales rapides, on a pensé aux délégués du procureur, on a pensé à tout un système qui permette de faire, de valoriser le travail fait par les partenaires de justice. Concrètement, effectivement, budgétairement, ce qui a pu être opéré, c'est l'augmentation de 115% des enquêtes sociales rapides du tarif de 70 € à 150 €. Effectivement, il y avait un retard historique, mais on a essayé de surcompenser ce retard, et en espérant aussi que l'inflation qui se fait jour aujourd'hui n'entraîne pas qu'on ait pris suffisamment d'avance sur l'inflation, Madame la Présidente, parce que je vois évidemment poindre votre future demande. Voilà. Nous avons déjà anticipé aussi de notre côté les demandes que nous pouvons porter à Bercy en interministériel, mais à ce stade, nous avons pris heureusement un peu d'avance. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se concrétise en exécution, puisque nous aurons un doublement par rapport à 2020 du budget pour les enquêtes sociales rapides. Et donc ça, c'est quand même assez conséquent. Nous avons aussi un sujet sur les délais de paiement, et là aussi, on vous doit le soutien, c'est aussi de pouvoir vous payer dans les temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Voilà. Je ne vous dis pas que Rome s'est faite en un jour. En revanche, je pourrais vous dire, avec un peu de malice, si nous n'avions pas augmenté la tarification des ESR, nous eussions pu alors payer plus rapidement. Mais ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas vrai que de dire ça. Donc, je ne le dirai pas. Mais en tout état de cause, quelles sont nos perspectives en la matière? Donc, au-delà des enquêtes sociales rapides, au-delà de la création de l'indemnité de carence de 25 €,
Notre objectif, c'est de travailler sur les délais de paiement et de prendre des engagements là-dessus. C'est un problème qui est plus général pour l'ensemble des frais de justice, et donc pour nous, c'est un sujet d'attention de tous les instants. C'est de conserver les crédits que nous avons obtenus. C'est le cas pour 2023. Donc là-dessus, par rapport aux remarques qui ont été faites dans l'autre table ronde, eh bien oui, nous avons obtenu ce soclage, cette conservation des crédits, et donc il n'y aura pas de remise en cause de ce tarif, ça c'est assez clair, ni même de la dynamique en matière sur les enquêtes sociales rapides, la dynamique que vous pourriez avoir en termes d'activité là-dessus. Clairement, on est en accompagnement là-dessus, et on ne souhaite pas vous limiter outre mesure là-dessus. Nous avons aussi donné, Madame la Première Présidente, plus de lisibilité et de visibilité au cours d'appels en leur déléguant plus de crédits en début d'année pour que justement il puisse y avoir un échange plus en amont avec le secteur associatif, entre autres choses bien sûr. Et bien évidemment, je crois que c'était d'ailleurs l'un des objectifs dans toute cette réflexion commune que nous avions eue dans le cadre de cette revalorisation tarifaire, c'était d'avoir justement une charte d'engagement d'amélioration continue de la qualité des enquêtes sociales rapides, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est, je dirais, l'objectif absolu, quoi, en quelque sorte, qu'on puisse faire répondre à toutes les demandes et répondre de la meilleure manière qu'il soit. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'il faut faut coucher concrètement sur le papier la chose. Mais voilà ce que je pouvais vous dire très précisément avant de laisser la parole à mes camarades et collègues. Je vais me permettre. Vas-y. Voilà. Du coup, vu le micro. Non, juste une question, parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup là des ESR. Un sujet qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel on a interpellé là souvent, et on est plusieurs directeurs d'associations à avoir des champs d'intervention différents. La revalorisation, ce qu'on appelle la prime Ségur ou la prime Laforcade. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance que les intervenants socio-judiciaires qui travaillent auprès des publics, qui sont aussi des publics qu'on peut rencontrer dans le cadre du secteur AHI, dans le cadre d'autres secteurs qui ont obtenu cette revalorisation. Est-ce qu'il y a une chance que les rencontres qu'on a fait auprès du cabinet et un courrier là qui va partir pour Monsieur le Président, donc d'avoir une chance d'avoir cette revalorisation dans un souci d'équité aussi de traitement pour tous les salariés dans une même association? Alors là, ça dépasse la question du ministère de la Justice sur cette question du Ségur. Et encore plus de la direction des services judiciaires. Je botte en touche en vous disant ça, mais c'est une demande pour le voilà, qui est, comment dirais-je, à ce stade, qui doit être portée véritablement plutôt côté justement Ségur que côté Vendôme. Mais on a eu votre courrier, on a eu connaissance et on a évidemment porté la demande qui avait été réalisée en février dernier, donc dans d'autres circonstances. Mais on reposera la question. Je pense qu'on va peut-être y revenir d'ailleurs. Mais je voulais aussi pointer une chose, enfin, non pas pour que vous y répondiez tout de suite, mais je pense que dans les interpellations, c'est peut-être un des points sur lesquels on va revenir, puisque vous pointez le secteur associatif comme un des partenaires du ministère de la Justice, et il n'y a pas de raison d'en douter quand on nous le dit. Vous l'avez aussi, on l'a aussi entendu dans les propos introductifs, sauf que bien évidemment, c'est pas forcément ce qui se vit sur le terrain, c'est pas forcément ce qui se vit sur certains marchés publics, par exemple. Je pense au CJPP, qui est arrivé, qui est un marché public qui vient clairement sur le champ du secteur associatif. Là, on n'est pas dans du partenariat, très clairement. Donc, j'en dis pas plus, mais j'imagine qu'il va forcément y avoir des réactions autour de ça. On ne doute pas de la logique, j'allais dire, qui est celle depuis Robert Badinter, de la place du secteur associatif et de cette volonté-là, sauf que dans les faits, il y a quand même des choses qui nous interpellent, on va dire, sur cette place. Mais justement, peut-être, Jérôme, je vais te donner la parole, j'imagine que tu as des choses à dire là-dessus. Peut-être un petit mot sur France Victime en introduction, même si j'imagine que tout le monde connaît Fédération France Victime, mais un petit mot. Et puis dire aussi que, puisque j'ai entendu la joie de certaines associations de voir que France Victime était là, qu'on va conventionner, que nos deux fédérations vont conventionner pour acter justement ce partenariat, puisqu'on a quand même des réseaux qui sont
très interpénétrée, hein, puisque la moitié de nos adhérents, à l'un et à l'autre, sont adhérents chez l'autre. Donc voilà, il y a une convention qui est prête. Il faut juste qu'on trouve une date de rencontre de nos bureaux pour la finaliser. Je viens de te les envoyer par SMS. Merci. Alors, évidemment, j'oscille entre la volonté de répondre immédiatement sur le sujet Laforcade, parce que ça illustre bien, on est certes ancré dans le terrain, il y a en effet, je constate en tout cas, souvent un décalage du coup entre cette réalité de terrain que l'on fait remonter et même si évidemment c'est pas vous, Monsieur Delesquin, mais qui avez la réponse, hein, mais justement l'absence de réponse, parce que la réponse que vous faites, c'est exactement la même que nous ont fait les services du Premier ministre lorsque nous sommes allés les voir avec 4 fédérations, qui nous ont renvoyés vers chacun de nos ministères de référence, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment, ça illustre bien cette difficulté qui est la nôtre dans un dialogue qui, quand il s'agit de mettre en place des actions, est constructif, est partenarial, et quand il s'agit quelquefois de faire face à des réalités de terrain, de précarité de nos salariés, voire de disparition d'associations, et donc derrière disparition de services, il y a souvent un décalage. Maintenant, alors j'oscille entre répondre à ça, mais aussi, avant tout, et parce que si j'oublie, on va me le dire, je tiens à excuser Maryse Le Maine-Régnier qui devait intervenir, qui est retenue par ses obligations professionnelles à la Cour d'appel d'Agen, puisqu'elle doit présider une audience, donc elle souhaitait en tout cas vous souhaiter un bon anniversaire. Et puis, Stéphane, tu l'as dit, il y a un vrai intérêt d'être là. Et en tout cas, je suis ravi de participer à vos 40 ans, parce qu'il y a une histoire commune, que l'histoire que vous avez rappelée, Marielle, était aussi la nôtre. Il y a une impulsion par le même homme politique, finalement, dans les mêmes années, des adhérents en commun et des sujets en commun sur lesquels on va travailler. Alors, parler un peu de l'aide aux victimes, c'est évidemment, je ne peux pas le dissocier de la politique publique d'aide aux victimes. Et pour essayer de répondre à la question sur la politique de soutien, je ne reviendrai pas sur la genèse, mais déjà peut-être reparler quand même de cette impulsion, de cette idée qu'il fallait développer des services dans les années 80. Et pour préciser les choses pour Madame Le Prince, il y a eu en effet un premier bureau de la protection des victimes et de la prévention. Donc on parlait bien dans les années 80 de ces deux aspects, rattachés d'ailleurs à la DACG, donc avec un ancrage aussi, j'allais dire une répercussion dans les juridictions assez forte, puisque la DACG a, je simplifie les choses, mais elle a à sa main quelque part les procureurs de la République, donc ça se traduisait en tout cas très, très, très facilement sur le territoire. Pour reprendre des propos de Robert Badinter d'ailleurs, parce que quand on prépare ce type d'intervention, on se replonge un peu, évidemment, dans l'historique. Et hier soir, je regardais un petit reportage sur France 3 en 1983. Enfin, à l'époque, c'était pas France 3. Robert Badinter parlait du fait que la victime était dans une grande solitude. Il disait « Nous la brisons, cette solitude, avec les associations, et par les subventions, nous les aidons à travailler. » Il y avait vraiment cette idée, en effet, de soutenir la politique associative, enfin en tout cas plutôt l'initiative associative, de co-construire, d'être dans cette relation partenariale, y compris parce que, comme pour vous, dans vos missions, l'aide aux victimes à l'époque, on part d'une feuille blanche et qu'il faut bien à un moment donné écrire les choses, se dire ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, et du coup voir ce que les pouvoirs publics et la justice notamment va pouvoir soutenir, et on peut se satisfaire d'entendre parler des associations dans leur ensemble, et donc beaucoup d'associations en commun entre nous, comme étant des partenaires incontournables de la justice. Alors ça se constate dans les faits. Il y a vraiment une volonté de soutenir la politique associative en matière d'aide aux victimes. Alors vous voyez, je parle même de politique associative. Déjà, par exemple, quelques exemples, mais en favorisant l'accès à nos associations. Dans les textes, on a, dès les années 2000, en tout cas inscrit dans la loi, le fait d'informer, d'avoir l'obligation d'informer de l'existence d'une association. Donc c'était déjà un grand pas pour que le public puisse accéder aux missions que l'on mettait en place, en nous inscrivant aujourd'hui dans la plupart des politiques publiques d'aide aux victimes. Alors je peux citer les bureaux d'accueil, les bureaux d'aide aux victimes dans les juridictions, je peux citer les dispositifs d'urgence, et j'en veux pour preuve que je répondais ce matin pendant la première table ronde à une situation de prise d'otage à Toulouse dans un lycée. C'était un exercice, mais c'est la réalité de terrain, et dans les dispositifs de protection, et je pourrais citer aujourd'hui les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement, tous ces dispositifs, en effet, impulsés par le pouvoir politique, mis en œuvre
par l'administration et la justice, mais surtout animé, j'allais dire, et tenu à bout de bras finalement par le secteur associatif. On nous sollicite régulièrement, peut-être pas assez pour les États généraux de la justice, mais pour améliorer cette politique publique. Alors je ne veux pas faire de jaloux, mais on a été entendus. Bon. Je ne sais pas si on a été élus, mais on a été entendus, et je ne sais pas si on a été repris, un peu quand même pour partie. En soutenant aussi l'innovation associative, ça c'est très intéressant, même si on constate sur le terrain, ça devient compliqué de justifier nos demandes de subventions qu'à travers l'innovation. Et la question qui se pose, j'y reviendrai sans doute, mais c'est comment on maintient cette innovation quand elle a rendu un service, et donc si elle n'est plus financée, est-ce qu'on doit l'arrêter ou est-ce qu'on doit la poursuivre au détriment d'une autre action qui, elle, était peut-être moins innovante, moins inspirante peut-être, mais elle l'a été un jour, évidemment. Mais aussi, bien sûr, et je ne peux pas ne pas reconnaître qu'il y a eu aussi une très forte volonté de soutenir financièrement le secteur de l'aide aux victimes, alors, qui, disons-le, fait consensus. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué comme choix politique de se dire qu'on arrête de financer l'aide aux victimes, mais c'est arrivé. Et on a quand même connu des années très compliquées, puisque quand il y a notamment des contraintes budgétaires, voire une situation économique compliquée, on le sait que c'est souvent au détriment des subventions que l'on peut accorder. Donc on nous soutient, on nous favorise, on nous fait confiance depuis pas mal d'années, et on est aujourd'hui vraiment, les associations qui ont une mission d'aide aux victimes sont vraiment inscrites dans les dispositifs. Alors ça, c'est le verre à moitié plein. Tout va bien. Et puis il y a le verre à moitié vide, il faut aussi quand même le reconnaître. Déjà, et ce n'est pas nouveau, là encore, en me replongeant dans certaines histoires, je lisais hier soir un rapport du Conseil national des villes en 2013, donc il y a à peu près 10 ans, qui constatait une réelle dégradation de la politique publique partenariale. Et Robert Badinter, à cette occasion, soulignant encore, qu'on était passé en effet d'une politique de soutien à une politique de contrôle. Et que ça changeait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Alors là, c'est verre à moitié vide. Alors évidemment, ça va être un peu plus pessimiste et je vais peut-être plomber l'ambiance, mais pour un anniversaire, désolé. Mais aujourd'hui, il y a une politique de soutien, en tout cas, qui s'appuie souvent sur des choix personnels, très subjectifs. Pourquoi on soutient telle association qui vient de se créer au détriment des associations professionnelles telles qu'elles se sont créées depuis 40 ans et vers lesquelles on nous a d'ailleurs poussé. Hervé rappelait les emplois jeunes de l'époque, alors j'en suis issu aussi, donc ça me rappelle pas mal de choses. Mais on nous a demandé de professionnaliser, on nous a demandé d'ancrer nos missions. On nous reconnaît aujourd'hui, d'ailleurs, pour les associations d'aide aux victimes, à travers un agrément du ministère de la Justice, on nous reconnaît. Pour autant, sur certains dispositifs d'urgence, sur des tables rondes, on va mettre en avant des associations qui sont nées très récessamment et n'ont peut-être pas forcément cet ancrage ou cette histoire. Sur le soutien financier, il existe, il augmente. Le ministère, M. Delesclin qui était au cabinet pourrait nous le rappeler. Évidemment, on est passé en quelques années je crois qu'en 2010, on était à 10 millions sur le programme 101 et on est aujourd'hui, pour 2023, à 43 millions. On ne peut pas dire évidemment qu'il n'y a pas eu un très fort effort financier, mais il n'est jamais à hauteur des besoins pour maintenir les actions, pour pérenniser les innovations, comme je le disais, pour fidéliser les équipes. Là, on en vient aussi au sujet du Laforcade. Et puis, c'est finalement une enveloppe qui se délite parce que quand l'aide aux victimes devient quelque chose d'assez technique, prenons l'exemple du TGD, donc téléphone grave danger, ou du bracelet anti-rapprochement, évidemment, dans ce programme 101, ce fameux programme 101, eh bien, il y a d'autres acteurs économiques qui sont financés, car s'il y a un téléphone, il faut le fournir, c'est Orange. Il faut évidemment également un assisteur, quelqu'un qui va agir dans l'urgence, c'est Allianz. Et en réalité, cette enveloppe, elle n'a finalement pas grossi pour le secteur associatif. Et puis, dernier élément, un glissement de cette politique de soutien vers la politique de contrôle, comme le disait Robert Badinter. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est normal qu'on nous contrôle. Je veux dire, nous sommes redevables d'expliquer ce que nous faisons de cet argent public qui nous est attribué. Mais on est aujourd'hui, et on aide aux victimes aussi, en train de glisser vers une politique de prestation. L'aide aux victimes, c'est un marché public aujourd'hui. L'aide aux victimes, pour certains, c'est même un business.
Et c'est bien justement la difficulté que l'on a de cette mise en concurrence, souvent avec des prétextes finalement économiques. Et je ne vais pas disserter ici sur ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore sur le marché public du 116 006, le numéro que l'on anime pour le ministère de la Justice. Mais on voit bien que c'est quand même souvent des critères dits de qualité ou de performance qui, en réalité, sont au détriment, enfin sont écrits au détriment voire même au préjudice finalement des appels des victimes que l'on reçoit. Et donc, on a commencé par lui, j'ai commencé par lui, je vais finir par lui. Robert Badinter disait également, par rapport à cette politique de soutien, qu'il fallait savoir utiliser la bonne volonté. Et il soulignait en introduction du rapport Niaison sur l'aide aux victimes en 2013, encore une fois, que les associations sont très supérieures à l'État pour accompagner et pour aider. Donc, au-delà d'une politique de soutien, je crois que c'est un vrai choix sociétal, en fait. Merci. Avant de vous donner la parole, Vincent Delbos, notre grand témoin, il peut peut-être dire un mot? Non, on peut... Après, comme vous voulez. Oui, d'abord, sur la première table ronde, je veux dire que c'était absolument passionnant et que j'aurais eu matière à réagir, mais il n'était pas temps. Alors, je me permets juste ici de réagir. Je ne peux pas ne pas le faire parce que j'ai à ma gauche une ancienne directrice des services judiciaires et j'ai fait sa connaissance dans cette fonction-là. Devant moi, un adjoint au directeur des services judiciaires. Alors, je vais faire un petit témoignage comme ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature pour dire ceci. C'est que je crois qu'un certain nombre de choses qui sont dites depuis le début de la matinée ne peuvent pas ne pas être rapportées aussi, et ça explique ce que vous constatez, au contexte de crise de la justice dans laquelle nous sommes depuis déjà plusieurs années. Je m'explique sur un exemple que vous me fournissez, monsieur le directeur adjoint. Vous avez souligné, et vous avez raison, l'existence des magistrats délégués au secteur associatif. Nous savons ce que nous avons traversé entre 2015 et 2019 en termes de vacances de poste, en termes de turnover des magistrats. Dieu sait que Madame Thuot en sait quelque chose. Et nous constations au Conseil supérieur de la magistrature que ces fonctions-là, qui n'étaient jamais évidemment des fonctions uniques pour un magistrat, se perdaient en quelque sorte, ou avaient bien du mal à être assumées d'une manière satisfaisante par les intéressés, à leur rendant d'ailleurs. Ils en étaient navrés, mais compte tenu des situations dans lesquelles ils étaient. Et si nous avions en permanence le témoignage de ce que les candidats, par exemple, aux fonctions de président de juridiction, étaient extrêmement attentifs et soucieux de la question, par exemple, qui n'est pas lointaine évidemment, des CDAD. En revanche, il y avait, dans les situations concrètes des juridictions, bien des difficultés à ce que les liens soient tissés, maintenus, entretenus, cultivés avec le secteur associatif dans ces conditions-là. Et je crois qu'on y reviendra peut-être, mais on ne peut pas effectivement ne pas avoir en tête le contexte dans lequel nous étions et nous sommes encore. Un mot pour finir, les États généraux de la justice ont dressé un constat sans complaisance de cette situation. On peut regretter, c'est l'une des apories, en tout cas là c'est un regret tout à fait personnel qui n'engage que moi, mais on peut regretter que sur la question des liens entre la justice et le secteur associatif, comment dire, entre le silence du rapport final et un certain nombre d'expressions du rapport initial sur la justice pénitentiaire, le chercheur que je suis cette fois n'est vraiment pas rassuré. Alors je forme le vœu que peut-être dans les arbitrages qui seront tenus, on redresse un peu la barre, parce que là, pour le coup, nous avons vraiment, enfin moi, le lecteur naïf que je suis, a eu vraiment le sentiment qu'on prenait le secteur associatif pour des sous-traitants. Alors, il va se voir.
Il va de soi qu'on partage cette analyse et qu'on l'a écrite, d'ailleurs. Alors, Vincent Delpos, vous êtes président du comité prison à la Fondation de France. Peut-être un mot sur le comité, et puis après votre réaction à ce que vous entendez, votre témoignage. Bon anniversaire d'abord à Citoyens et Justice. Je me suis rattrapé, j'allais dire CLCJ, parce que avant d'être au comité prison, présider le comité prison de la Fondation de France, j'ai un petit parcours du côté judiciaire et sur justement la naissance de cette politique associative de la justice. Alors, votre remarque avant de présenter un petit peu ce qu'est le comité de prison et puis réagir à un certain nombre de points, mes voisins de table ont parlé prestations et vous avez dit sous-traitance. Et c'est déjà pas tout à fait la même chose, et c'est encore un cran en dessous de ce que devrait être le nécessaire partenariat entre le service public et le secteur associatif. Et là encore, à titre personnel, je partage assez votre avis que on est un peu rentré dans cette logique de la sous-traitance pour le déplorer. La Fondation de France, c'est la fondation de toutes les causes, c'est la plus grande fondation qui existe dans ce pays, voulue par les pouvoirs publics, dans une multitude de programmes sur la santé, les personnes âgées, les vulnérabilités, la lutte contre l'exclusion, aujourd'hui inventer demain autour de la crise écologique et sociale dans laquelle nous sommes. Et cette fondation, je ne dirais pas dès l'origine, mais dès les années 80, dès le moment où le ministère de la Justice a initié ou impulsé Robert Badinter en premier rang, mais aussi des directeurs comme Myriam Ezrati, qu'il a cité, ou Bruno Cotte à la direction des affaires criminelles, est venu en accompagnement, soutien, parfois de façon très sectorielle, sur le sujet prison. Alors, sur l'aide aux victimes un petit peu, mais sur les politiques d'insertion, sur santé en prison, sur culture en prison, sur un certain nombre de domaines. Et en 2013, le conseil d'administration de la Fondation a décidé de cohérer ces interventions, ces soutiens qui étaient un peu ponctuels dans un programme qui s'appelle le programme Prison, qui travaille autour de 3 axes. L'accompagnement, le soutien de la préparation à la sortie de détention, le renforcement des alternatives à l'incarcération et le maintien du lien familial ou du lien avec les proches, avec un budget qui est de l'ordre de 600 000 euros chaque année. Depuis une dizaine d'années, ça n'a pas beaucoup bougé, parce que Fondation de toutes les causes, cette cause de la prison, n'intéresse pas forcément beaucoup le grand public et les donateurs. Donc ce sont plutôt des fondations d'entreprises qui viennent soutenir ce programme, plus des dons non affectés. Ce comité fonctionne comme l'ensemble des comités de la Fondation de France, avec une équipe permanente. Donc il y a Théodora Zanou qui est dans la salle, qui est la permanente responsable du point de vue de la Fondation de France de ce programme. Et puis un comité d'experts bénévoles que je préside depuis 2 ans à peu près, qui a la caractéristique d'être un comité d'experts pluridisciplinaire, et donc qui comporte des représentants du secteur associatif, de l'administration, des bénévoles, et
qui se réunit une à deux fois par an pour sélectionner les projets qui sont soumis dans un appel à projets autour des 3 axes que j'ai évoqués tout à l'heure. La particularité, je dirais, ces 2 dernières années, enfin depuis que je le préside, c'est qu'on a fait une réunion l'année dernière à laquelle certaines des associations ici étaient présentes, et puis Citoyens et Justice, soit Stéphanie au fond qui était là, d'un certain nombre de projets qui avaient été soutenus dans le cadre de ce programme. Depuis, bon, ça faisait pas tout à fait 10 ans, c'était pas pour fêter un anniversaire, et il en est ressorti un besoin, non pas de faire des one-shots comme ça de rencontres, mais plutôt d'inscrire dans la durée un accompagnement, un soutien aux associations, aux porteurs de projets qui étaient dans ces différents domaines, soit de la préparation à la sortie, avec une dimension assez marquée sur l'insertion professionnelle, sur les alternatives, sur le développement du TIG, sur le développement des placements extérieurs, dont je sais à quel point, mais alors ça c'est avec des casquettes antérieures, c'est un sujet extrêmement sensible, c'est une des remarques que je voudrais vous faire à la fin. Et le comité a pris la décision de soutenir, accompagner la création d'une communauté de porteurs de projets qui permet de répondre à ces besoins de rencontres, d'échanges, de formation, dans laquelle Citoyens et Justice est partie prenante. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde Stéphanie dans le fond là, qui m'assure que oui. Mais aussi un certain nombre d'associations. Le fait que je ne sache pas est aussi le fait que cette communauté, elle est soutenue par le programme, mais nous n'avons pas de place dedans, sauf à avoir des contacts récurrents pour savoir comment ça avance, comment ça se développe. C'est une communauté jeune. C'est possible qu'il y ait maître d'ouvrage de cette communauté. Et la finalité, c'est quand même de changer le regard un peu sur la question de la prison. On l'a dit, je pense qu'il faut le répéter, la prison, c'est l'affaire de tous. Il y avait quelques réflexions qui m'étaient inspirées là par les échanges, première table ronde et puis celle-ci. Le premier, enfin, je ne peux pas m'empêcher de le redire, on est quand même avec un problème sur lequel il faut que tout le monde se mobilise, c'est celui de la surpopulation pénale. Et donc, je crois que la force du secteur associatif, c'est de porter de façon, là encore, répétée, récurrente, que la surpopulation pénale est une situation qui n'est pas admissible. Et que donc, il faut faire converger un certain nombre de moyens pour mettre un terme à cette question récurrente. Le deuxième point qui rebondit peut-être aussi sur ce que j'ai dit sur sous-traitance, puisque M. Dallier vous avez dit également, c'est le risque d'une dispersion des soutiens qui peuvent être apportés au secteur associatif, qui, au moment où on se retrouve devant un sujet aussi massif que celui de la surpopulation pénale, nécessiterait qu'il y ait une vraie cohérence de l'intervention, à la fois de la part du secteur public, mais aussi de la part du secteur associatif. Sinon, on a un risque majeur de ne pas produire le changement systémique qui est tout à fait nécessaire. Et la Fondation de France est en train de réfléchir là, ou même plus que réfléchir d'ailleurs, d'avoir un programme transversal pour sortir des approches qui sont des approches par moments un peu trop verticales ou en silo entre des programmes qui ne se parlent pas, pour essayer de développer des approches qui soient des approches justement systémiques sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets de notre société. Et cette question de
la justice pénale autrement, la prison, mais je dirais les enfermements en règle générale, c'est un sujet que ce comité sur les changements systémiques aborde, il s'appelle Inventer demain, aborde de façon complètement frontale en soutenant un certain nombre de projets. Troisième point, rapidement, c'est le rôle de la philanthropie. La Fondation de France, c'est la philanthropie. Et la philanthropie, son rôle n'est pas de se substituer à l'État. Même si l'État, ou en tout cas les finances publiques, soutiennent la philanthropie, notamment par le biais fiscal, mais pas que par le biais fiscal. Il y a aussi du soutien qui se fait par des formes juridiques sur lesquelles on ne peut pas rentrer dans le détail, mais le développement des fonds de dotation, par exemple, ces dernières années, est quelque chose sur lequel, je crois, il faut vraiment réfléchir. Mais la philanthropie, ce n'est pas la place de l'État, c'est aller dans des coins dans lesquels la puissance publique ne peut pas ou n'a pas envie, à un moment donné, d'aller, et puis d'avoir une certaine permanence, dès lors que ça fonctionne avec 2 ou 3 idées autour de avoir un effet de levier, mesurer l'impact, évaluer ce qui peut être fait. Je crois beaucoup à ce que, et on l'a pu le soutenir dans le cadre du programme prison, tout ce qui tourne autour de la relation entre détenus et victimes et toutes les approches de justice restaurative, dont on a pu voir à quel point elles étaient importantes. Je ne peux m'empêcher une réflexion à la fois en tant que président de ce programme et avec ce que j'ai fait antérieurement, c'est que les associations sont absolument indispensables pour qu'il y ait un lien entre la société civile et le fonctionnement de la justice. Mais de cette évidence, on n'a pas tiré toutes les conséquences, notamment la conséquence tarifaire qu'il pouvait y avoir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je constate quand même que 40 ans après, on est parti au début sur une idée de subvention parce que c'était une phase dans laquelle on cherchait un peu à définir une voie. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est en recherche, c'est établi. Néanmoins, on s'aperçoit que globalement, la clé de financement, c'est toujours un financement à l'acte. Et que ce financement à l'acte, il pose un certain nombre de problèmes pour pouvoir arriver à se développer. Et je terminerai en disant que finalement, moi, ce qui me semble être vraiment la force du secteur associatif, c'est ce qu'a dit ma voisine sur Claire, sur la dimension de l'engagement et la dimension de l'engagement citoyen. Et je crois que sur ces sujets qui tournent autour du pénal, autour de la prison, autour des victimes, la question de l'engagement, elle est vraiment complètement déterminante. Si on part dans les schémas qui sont trop technocratisés, mais j'ai rien contre les technocrates, Excusez-moi de vous avoir regardé instinctivement. C'est pas pour le techno. Mais je crois que seul l'engagement permet de pouvoir arriver à réaliser ce qui est un peu la clé de la réussite dans ce domaine, c'est l'accompagnement. C'est pouvoir arriver à avoir l'accompagnement individuel et collectif par rapport à des situations qui sont compliquées et que si on ne mouille pas sa chemise, en fait, on n'y arrive pas. Merci beaucoup, Sébastien. Ce propos très complémentaire de ce qui a été dit auparavant, je trouve.
Est-ce qu'il y a des réactions, des témoignages, des interventions? Est-ce que vos ventres sont encore suffisamment en forme pour... Comment? Ah, je veux bien faire une petite intervention. Bon, je suis retraité comme directeur général de la Prémisse, donc du secteur. J'étais administrateur de Citoyen Justice. Moi, ce qui me frappe quand même dans nos échanges de ce matin et dans le programme, Robert Badinter, il a dit qu'il fallait que la société s'empare de ces questions de justice. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un représentant du ministère de la Justice, une petite intervention d'accueil de l'adjointe au maire de Bordeaux. On n'a aucun autre ministère. Le public soin de justice, il ne concerne pas que le ministère de la Justice. Et je voulais quand même juste souligner ça. merci beaucoup. On est évidemment complètement d'accord. Enfin, vous l'aurez vu d'ailleurs dans notre projet stratégique, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement de conventionner avec tout un tas d'autres ministères, parce qu'effectivement, voilà, donc on a commencé avec le ministère Égalité Femmes-Hommes, on est en train de travailler sur le ministère de la Santé, mais effectivement, il y a beaucoup de ministères qui sont concernés par n'importe quelle action. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, témoignages, coups de gueule? Oui. Retraité de la fonction publique hospitalière, donc mon domaine c'était la santé, qui a été en filigrane. Presque tout le monde a parlé de la santé une minute. Et donc je suis administratrice de l'association Aril qui vit à Meaux, enfin un peu plus que Meaux d'ailleurs. Voilà. Ce qui me frappe dans ce regroupement de personnes, c'est que je perçois très fort l'engagement, le militantisme de tout le monde. Et ça, franchement, il n'y a pas eu du vent aujourd'hui. Et ça, merci pour ça. Vraiment, vous me nourrissez aussi et je vois qu'il y a une transmission comme ça de ce travail de cœur. J'ai entendu des fonctionnaires qui étaient partie prenante. Je suis une ancienne fonctionnaire et on peut aussi travailler comme ça. Vous aussi, monsieur. Avec une formulation un petit peu différente de tout le monde. Mais quand même, on sent que tout le monde est partie prenante et vraiment, je sens ça très fort dans le groupe. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Gauthier, directeur général de l'UNIOPS. La question peut-être pour répondre un peu ou mettre une lumière sur la question précédente. L'UNIOPS, je rappelle que Citoyen Justice est membre de l'UNIOPS et que l'UNIOPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble, enfin, la majeure partie des associations de solidarité médico-sociale, sociale et sanitaire, et que donc à ce titre on est en train de travailler aussi à ce que les questions de justice irriguent l'ensemble des secteurs, et les secteurs médico-sociaux en particulier, et de lutte contre l'exclusion, puisque l'UNIOPS anime également le collectif Alerte. Donc la question en effet de l'essaimage, ou en tout cas de la diffusion des questions de justice à travers d'autres secteurs sont traitées, doivent être améliorées. On s'est vu la semaine dernière, pour rien vous cacher, avec votre présidente et votre directeur général, pour améliorer cette diffusion. Merci. Alors, moi, je vais parler d'une place un peu particulière, puisque j'ai je m'appelle comment? Jeanne-Laure Clavel. J'ai un parcours associatif dans le socio-judiciaire. J'ai été très longtemps administratrice de Citoyen Justice. Et aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté, puisqu'on a tendance à cliver un peu les choses. Et je voudrais plutôt témoigner justement qu'on peut faire autrement que cliver. Donc, je suis directrice de la protection de l'enfance sur le département de la Gironde. Je ne suis pas fonctionnaire, mais assimilée, on va dire. Techno peut-être. Donc je suis nourrie de ce parcours-là, peut-être un peu hybride, et j'entends aujourd'hui des questions que j'entends depuis longtemps, et je voudrais témoigner de ce que aussi on peut faire. C'est-à-dire qu'en protection de l'enfance, alors peut-être le statut de la protection de l'enfance n'est pas celui du socio-judiciaire, en tout cas pas exactement, et il fait plus obligation et devoir dans la société et dans les représentations, et d'un point de vue légal aussi. Mais en tout cas, en termes de protection de l'enfance, on a un système de gouvernance qu'on est aujourd'hui en train de réformer. Et on a installé, donc là, c'est tout récent,
la première réunion date du 15 novembre, un comité stratégique de la protection de l'enfance qui a invité autour de la table, donc c'est piloté par le département qui est chef de file de la protection de l'enfance, mais qui met autour de la table différents représentants de l'État, donc justice, éducation nationale, CAF, ARS, DET, pour la préfecture, et des représentants associatifs à qui on a demandé en fait de se représenter pour ne pas inviter tout le monde. Donc ils se sont organisés pour être représentés, et l'objectif est d'avoir une vision partagée de la protection de l'enfance et de construire ensemble les solutions. Et quand je vous entends aujourd'hui, je me dis que peut-être que ça, c'est... alors on démarre, donc peut-être que le modèle va bouger, va changer, va évoluer, et que les discussions vont nous faire évoluer ensemble. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont possibles. Donc je voudrais redonner un petit peu d'optimisme dans le discours. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, j'espère que le sentiment n'est pas au pessimisme, puisque vous l'avez vu d'ailleurs dans les témoignages d'associations qu'on vous a proposé avant cette table ronde et qui auront encore lieu cet après-midi. On a souhaité que ce soit en binôme tout le temps, avec la PJJ ce matin, mais avec d'autres services, vous le verrez cet après-midi, pour bien montrer justement que on n'est pas que dans l'interpellation, comme disait Albin Heumann tout à l'heure, que dans la revendication, que dans le pointage des choses qui vont mal. Il y a aussi des réussites, il y a aussi des choses qui se passent bien sur le terrain, et heureusement. Merci en tout cas.